Quelques questions et vous aurez tout le loisir de poser vos questions sur ce que c'est les risques psychosociaux et puis sur ce que les questions que la présentation et l'échange auront suscité. Sans plus tarder, je vous passe la parole, Monsieur Yannick Fouda. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et là, comme vous pouvez le constater, ma voix est enrouée, donc je suis grippé. Mais j'ai tenu à garder ce rendez-vous parce que c'est quelque chose de très important, je pense, pour notre communauté. Donc voilà. Alors, vous allez me pardonner ma voix un peu rock, mais bon, ce sera la voix de Garou aujourd'hui. Donc voilà. Alors, les risques psychosociaux, je voulais juste vérifier, est-ce que ma présentation est visible par tout le monde? Oui, c'est bon? Ok, très bien. Donc, alors la gestion des risques psychosociaux au travail, moi, pour commencer, en lancer un peu le sujet, j'aimerais plutôt qu'on commence un peu en allant prendre la température de ce que nous vivons dans les entreprises. Donc c'est vraiment ce que je voudrais qu'on fasse. Et on va le faire de façon un peu interactive. Donc on a préparé un Mentimeter. Si vous avez vos téléphones, vous pouvez les sortir, pouvoir scanner le code qui s'affiche à l'écran actuellement. Et vous allez avoir quelques questions auxquelles répondre. Donc, quels sont les facteurs qui pèsent le plus sur mon bien-être psychologique au travail aujourd'hui, les répercussions sur moi, sur les membres. Donc, c'est un peu cet exercice-là qu'on va faire pour qu'on ait une toile de départ qui part de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, si jamais vous avez un enjeu pour pouvoir scanner, vous nous le dites pour qu'on puisse s'ajuster. Donc, on va commencer comme ça. Pendant ce temps, je vais aller pour afficher, pour qu'on puisse tous voir ce qui s'affiche au niveau de l'écran. Ok, donc là, on a des gens qui ont commencé à répondre. Si certaines personnes ne sont pas réussi à se connecter, qui veulent encore que je mette le code, vous me direz, n'hésitez pas. Donc, on a le stress. Climat de travail, problématique profonde, ok, j'aime bien. Si vous pouvez mettre quelques mots pour illustrer un peu les problématiques profondes, ce serait super. Donc le stress, isolation, gestionnaire, donc j'imagine que c'est le gestionnaire au-dessus. Hein. Donc voilà, l'isolement, la frustration, les non-dits, ok, manque de flexibilité, hypocrisie des collègues. Ouais. Il y a en plein dedans, gestionnaire toxique. Là, il y a une précision importante, gestionnaire toxique. Ok, très bien. Isolement. Retour au présentiel. Alors, pour plusieurs, effectivement, c'est un défi de retourner parce qu'on était habitué à 5 jours par semaine, puis finalement, c'était une journée par semaine au travail, 2, 3, 4, et puis 5. Gestionnaire passif, manque de flexibilité. Ok. Donc on a stagnation en emploi. Ok, très intéressant. Donc on a un portrait un peu de ce que... Et on voit, alors pour ceux qui ne connaissent pas Mentimeter, plus c'est gros, plus il y a des personnes qui ont choisi ce mot-là. Donc le stress vraiment, c'est quelque chose qui est au centre de l'expérience actuelle que les uns et les autres peuvent vivre au travail. Et à côté, on a tous les éléments. Très bien, merci. Alors, prochaine question, gardez vos téléphones. Quelles répercussions ces facteurs ont sur vous actuellement? Donc, le stress, l'isolement, les gestionnaires toxiques, tout ce que vous avez nommé un peu plus au départ. Aujourd'hui, c'est quoi les répercussions que ça a sur vous? Colère froide, charge mentale, démotivation, faible confiance en moi, désengagement, démotivation, le stress évidemment, charge mentale, anxiété, colère froide,
fatigue, ok, donc on voit manque de confiance, estime de soi, donc on voit qu'il y a des mots qui sont proches, qu'on pourrait mettre ensemble, donc atteinte de l'estime de soi, manque de confiance en soi, faible confiance en moi, charge mentale, c'est le gros, la fatigue, la démotivation, la non-reconnaissance, le désengagement, ok, très bien, très bien. Donc, ok, ça continue, trouble de sommeil, Donc les gagnants, si je peux dire ça, si je peux m'exprimer comme ça, dans les gagnants, on voit que les gagnants, là, c'est la charge mentale, la fatigue, la démotivation, les troubles de sommeil pour plusieurs. Et à côté de ça, on a la perte de confiance, l'anxiété, la colère froide, le désengagement et autres. Donc voilà. Alors, je vais avancer parce que je veux qu'on reste dans notre temps. C'est quoi les répercussions que ces facteurs ont sur votre entourage? Donc vous, le fait de vivre certaines choses au travail, ça vous met dans un certain état que vous venez de décrire. Et cet état-là, c'est quoi les répercussions que ça a sur vous, sur votre entourage? Ça peut être votre famille, vos enfants, votre conjoint, conjointe, amis. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a des répercussions sur les vôtres, sur votre entourage? Ok. Manque de patience. Le stress. Donc, le travail me donne du stress, je suis stressé et je donne du stress à mon entourage. Confusion, ils voient notre stress, ça oui, surtout les enfants, ils le voient très très bien. Tension, manque d'énergie. Il y a une maman qui me disait qu'elle était tellement stressée au travail qu'en arrivant à la maison, elle voulait que ses enfants lui laissent la paix. Vraiment, elle voulait être dans son coin. Et puis les enfants lui disaient, mais pourquoi maman, est-ce qu'on te dérange? Pourquoi tu ne nous aimes pas? Donc les enfants avaient interprété le fait que leur maman veuille rester seule comme une marque de, comment dire ça, comme si elle ne les aimait pas tout simplement. Et là, elle dit que pour elle, ça a été le turning point, là, ça a été vraiment le point tournant où elle s'est dit, oh, c'est en train de vraiment d'avoir un effet sur mes enfants parce qu'ils pensent que je ne les aime pas alors que moi, j'arrive, je me dis j'ai juste besoin d'être dans mon calme, d'être dans mon coin calme. Donc voilà, besoin d'isolement, ben voilà, on est en plein là-dedans. Ok. On va finir par une petite question. Quelles sont les stratégies que vous avez développées aujourd'hui? Donc vous avez des choses qui pèsent sur vous, vous avez les impacts sur vous. Alors c'est quoi les stratégies? Comment vous vivez tout ça aujourd'hui? Parce que évidemment, quand on vit des choses, on va adapter, on va avoir des stratégies pour ça. J'aimerais savoir un peu c'est quoi les stratégies que vous vivez, que vous avez adoptées. Je pense par exemple à la personne qui disait gestionnaire toxique. Je pense à quoi d'autre là? Il y avait plusieurs éléments. Okay, le sport, la foi. Le silence. Ok, donc j'imagine au travail, on reste en silence. On ne parle pas trop, on essaie. Mise à distance. Donc silence pour plusieurs. Divertissement. Relaxation. Ouais, plusieurs sont dans le silence. Les desserts. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Les desserts, le magasinage, okay. Des sorties, relaxation, activités à l'extérieur, rester professionnel. Okay. On essaie à travers tout ça de rester professionnel. Ok. Très bien. Je pense que ça nous donne une bonne idée là, un portrait un peu de qu'est-ce qui se passe, un portrait de ce que nous vivons, hein, donc de ce que nous vivons, comment on le vit, l'impact que ça a sur nous, l'impact que ça a sur notre famille, notre entourage, et aussi l'impact que ça, en fait, les stratégies qu'on essaie d'adopter pour survivre à travers tout ça. Moi, je voulais vraiment commencer par là, parce que quand on parle de risques psychosociaux, c'est drôle, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux connectés. Lors du dernier webinaire, on était une trentaine qui
qui étaient connectés. Et je sais parce qu'aujourd'hui, quand on parle de risques psychosociaux, ça ne parle pas aux gens. Parce qu'ils se disent c'est abstrait, c'est quelque chose qui ne nous touche pas. Mais vous pouvez voir qu'avec ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous nous dites, on est en plein, on ne peut pas être plus que ça dans les risques psychosociaux. Et on va pouvoir... donc je vais aborder maintenant la question des risques psychosociaux à partir des éléments que vous avez apportés, le temps juste pour moi de partager la présentation. Je voulais juste savoir, avant d'avancer, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent un peu réagir par rapport au parcours qu'on vient de faire là, ce petit exercice commun qu'on vient de faire? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent dire quelque chose? Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Des commentaires, des... N'hésitez pas à ouvrir le micro pour prendre la parole. L'idée étant vraiment d'échanger, hein. C'est-à-dire, on a fait un exercice ensemble, vous avez vu les réponses qui se sont affichées. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que est-ce qu'il y a un commentaire, une réflexion ou un questionnement ou quelque chose qui vous vient? S'il y a une personne qui veut réagir. Non? Ok. Oui, Oui. bonjour. Ok, bonjour. Bonjour. Désolée, Non, pas de c'est souci. Camilla Sounet. Je sais pas son nom, mais bon. On vous entend très bien. Alors déjà, moi j'étais très contente parce que la thématique elle est tellement sensible, elle touche vraiment, je pense que ça doit être le premier sujet vraiment auquel on est confronté au sein de notre communauté. Ouais. Donc c'est très apprécié l'initiative, le sujet est vraiment très d'actualité, évidemment c'est poignant, c'est pertinent. Merci. Et j'apprécie l'exercice qu'on vient de faire, ça permet de mettre un point, un nom, un mot à ce qu'on ressent. Donc ça déjà c'est très important, c'est ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui ça nous permet de comprendre qu'en fait on n'est pas seul. Ouais. Moi ça me rassure parce que je pensais que j'étais la martienne du coin là, et que je ne comprenais pas pourquoi je vivais ces choses-là, mais je me rends compte que j'ai eu pas mal de discussions ces 2 dernières semaines. Oui. Et vraiment beaucoup de personnes de notre communauté vivent ces choses-là. Oui. Et heureusement, ce que j'ai constaté, c'est qu'on choisit le silence et beaucoup vont même plus loin. Beaucoup vont jusqu'à opter de se fondre dans la masse. Oui. Parce qu'on veut s'intégrer, parce qu'on veut soi-disant se faire accepter, parce que ceci. Donc les gens meurent en silence. Oui. Et ce genre d'initiative, telle que celle qu'on fait aujourd'hui, ça permet déjà de comprendre qu'on n'est pas seul, on s'identifie à d'autres personnes. Oui. Et qu'on a une plateforme, on a un espace où on peut vraiment exprimer cette frustration-là. Je pense que c'est vraiment pour saluer l'initiative que je prends la parole, pour dire que c'est très apprécié et que ça devrait, l'idéal serait que ça continue vraiment et qu'on puisse sortir aussi de ces espaces-là. Oui. Et qu'on aille vraiment le crier et l'exprimer et encourager. Parce que lorsqu'on participe par exemple à des grands événements comme des congrès RH, c'est d'aller vraiment appeler dessus pour dire que oui, il y a cette hypocrisie gentille, c'est comme ça que j'appelle ça, qui existe en milieu professionnel. Et c'est jamais assez quand on est noir, quand on vient d'ailleurs, on nous oblige à avoir des comportements. C'est comme si c'est à sens unique, c'est-à-dire que c'est nous qui devons nous adapter, qui devons comprendre leur perception, leur sensibilité. C'est toujours « Ah, mais tu es perçu comme tel, mais on ne vient pas. » Je ne sais pas, hein, je pose la question. Le premier problème, tous les problèmes que j'ai vus, c'est qu'on parlait avec un collègue, c'est tellement professionnel, et puis de next minute, vous êtes convoqué auprès du gestionnaire, que ben oui, il y a tel qui se plaint. Au début, on ne veut même pas d'abord te dire le nom, mais après, moi j'insiste, je dis, mais c'est quoi le problème? Et c'est quand elle développe, je me rends compte que mais c'est quelque chose qui s'est passé avec un collègue. Il n'y a même pas de problème. Hein. C'est vraiment juste un échange professionnel. Soit la personne ne comprend pas, ou il y a quelque chose qui s'est passé, au lieu de venir t'en parler, toi, directement en tant que collègue, pour régler la. C'est vous qui avez travaillé ensemble, vous avez fait une action purement, une tâche vraiment purement professionnelle. Et tu te retrouves convoqué. Donc c'est un peu ça.
C'est très bien. Vous avez un exemple comme ça, je me dis comment on fait. Oui, ça illustre. Je me plaisais à Paul, mais c'est vraiment même le... Oui. Merci beaucoup pour l'intervention et je pense que ça illustre bien effectivement ce vers quoi on a envie d'aller. Donc je contrôle le temps aussi que nous avons. Donc je vais un peu avancer, mais j'appuie sur ce point-là. Alors, je vais vous présenter un peu quelques éléments. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que quand on se place en termes de risques psychosociaux, premièrement pour la communauté noire, mais je veux quand même dresser le portrait global aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que une personne sur 4, et ça c'était en 2020, là les chiffres ont augmenté, une personne sur 4 vit du stress, un stress moyen à élevé au Canada. C'est comme ça que ça se passe. Et on sait que ce stress-là, et c'est pas pour rien, c'était très parlant de voir que un des éléments que vous avez le plus ressorti, c'est le stress. C'était vraiment ça qui était le gros morceau. Et on sait que ce stress-là, effectivement, c'est relié à tout ce qui est problématique de santé mentale au travail, donc anxiété, dépression, épuisement, tout ce que vous voulez mettre là, c'est vraiment le stress, c'est comme la porte qui rentre dans cette maison où on a des différents mal-être. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on parle de santé mentale, on ne tombe pas du jour au lendemain. Donc, ça va se développer tranquillement. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas en dépression, parce que la dépression, ça prend, je dis n'importe quoi, 10 symptômes pour être reconnu en dépression. Mais peut-être que j'ai 3 ou 4 symptômes qui m'affectent déjà et qui nuisent à ma qualité de vie. Donc, mais ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est blanc, noir, violet, on est tous là-dedans. Je vous ai mis quelques chiffres de la CNSST pour mieux comprendre. Vous voyez que ce qui est en vert foncé ici, ce sont des blessures physiques au travail. Et on voit que les blessures physiques au travail, depuis plusieurs années, depuis 2017, là, j'ai pris juste à partir de 2017, c'est resté stable. Donc on contrôle assez bien ça, parce que dans tous les milieux, on va dire, est-ce que tu as l'extincteur, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, donc c'est très bien contrôlé. Mais on voit qu'en vert clair, ce sont les blessures psychiques au travail, donc toute la lourdeur, la surcharge que le travail nous apporte. Et ça c'est exponentiel. Dans 2020, mais aujourd'hui encore, ça monte de façon exponentielle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si je me blesse physiquement au travail, selon les chiffres de la CNSST, ça prend environ 14 jours pour se remettre. Donc tu as 14 jours d'arrêt maladie et généralement ta blessure physique se remet. Mais si tu te blesses psychologiquement, donc si tu es épuisé, que tu deviens vraiment, le travail t'atteint, ça prend entre 6 mois et 9 mois pour être capable de te remettre. Donc le coût en termes de la santé sur la personne est énorme. Et c'est même pas garanti qu'après 6-9 mois que tu sois capable de revenir. Donc certains qui ont vécu de l'épuisement, c'est intéressant parce que quand on a fait la soirée de lancement, on a demandé un peu au questionnaire genre qui a déjà vécu un épuisement dans sa vie, et la grande majorité avait déjà vécu soit de l'épuisement, soit de l'anxiété, soit de la dépression. Donc ce qui montre encore une fois que c'est quelque chose qui est commun. Et ça a un coût. Ce qu'on sait aujourd'hui, on se pose la question, ça c'est encore la CNSST, j'ai pris les chiffres de 2015 parce que je voudrais vous montrer un peu la progression. Ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que les gens tombent en arrêt maladie? Il y a le harcèlement psychologique, il y a en deuxième, il y a l'organisation du travail, mais en troisième, il y a les relations de travail conflictuelles. Donc on a deux éléments qui sont directement liés aux relations, aux interactions qu'on a avec les gens. Harcèlement psychologique, relation de travail conflictuelle. Ça veut dire que beaucoup de gens aujourd'hui tombent, pas juste noirs, mais beaucoup de gens tombent parce que les relations au travail sont difficiles, sont compliquées. Et quand on regarde les chiffres, il y a une augmentation entre 2017 et 2020, on a une 50% d'augmentation des lésions qui sont acceptées, qui sont relatives au stress. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la CNSST dit, supposons qu'il y a 1000 demandes qui sont faites, de gens qui disent moi je veux être en arrêt maladie, la CNSST va peut-être accepter 200. Donc le 200 c'est juste ceux qui ont été acceptés, mais ça ne dit pas tous les gens qui ont demandé. Donc c'est pour dire à quel point est-ce que c'est un phénomène qui est vraiment important et qui nous touche tous. Je vais avancer. Finalement, qu'est-ce que les gens ont? Les gens ont du stress post-traumatique. Moi, j'ai accompagné des hommes qui avaient été tombés dans la paranoïa, disaient on dirait que mon employeur me surveille partout, qui fait ci. Donc, c'était même hors de son lieu de travail. Il avait l'impression d'être surveillé. Comme ça, l'anxiété, trouble d'adaptation pour ceux qui ont peut-être eu affaire à un médecin, on dit c'est difficile et tout ça. Des fois, il va vous dire je te mets en arrêt de travail 2 semaines et c'est trouble d'adaptation. Et là, je vais venir aux risques psychosociaux et puis on va pouvoir aller dans la discussion parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce que se développe le mal-être ou le bien-être au travail. Parce que là, on a comme le bout de la ligne, mais comment tout ça se développe. Et là, je vais vous montrer un peu le modèle que moi j'ai travaillé dans ma thèse. C'est que quand tu arrives en tant que, je vais prendre l'exemple de Pamela, par exemple, Pamela arrive je prends n'importe quoi, elle va travailler à une banque. Donc quand elle va arriver,
la première job, le premier travail de Pamela, ce ne sera pas la fiche de poste qu'on va te donner. Donc, on te dit, je ne sais pas, moi, tu es agent des ressources humaines, tu vas faire ça, mais ce ne sera pas ça ton premier travail. Ton premier travail, ça va être de t'ajuster à ton environnement parce que tu rentres dans un système qui est un organisme vivant. Il y a des valeurs, il y a des façons de faire, il y a des cultures, il y a toutes ces choses que tu as nommées, par exemple. Et donc ça, il faut que tu t'ajustes juste à cet environnement-là. Et ça, c'est déjà un gros travail qu'on a à faire. Ce n'est jamais écrit dans nos fiches de description de poste, et des fois, on n'a pas conscience de ça, mais c'est quelque chose qui a une place importante. Parce que si tu arrives à t'ajuster à l'environnement, tu vas avoir des effets positifs, tu seras motivé, tu seras content d'être là, tu dis j'aime mes collègues, les projets sont stimulants et tout, parce que tu t'es bien ajusté. Si tu ne t'ajustes pas, tu vas au contraire vivre du stress. Et donc ça va t'amener vers des effets de fatigue, de stress et autres. Donc, et c'est intuitif, là je ne vous apprends rien, je mets juste en image ce qui se vit. Et donc quand on vit du stress, supposons que là j'essaie de m'ajuster à l'environnement, je vis du stress avec mon gestionnaire, avec mes collègues, ça ne va pas et tout, je vais développer des stratégies d'adaptation qui sont bonnes. Là j'ai mis bonnes ou pas, mais en fait les stratégies d'adaptation sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de survivre à mon environnement. Donc, quand je décide d'adopter une posture de silence, d'isolement, je suis en train de dire que… Ok, je suis en train de dire que… excusez-moi, je vais le faire après parce qu'on me demande de couper l'Internet parce qu'il y a des choses qui rentrent. Donc, mais je vais avancer dans le propos. Donc, alors quand je choisis l'isolement, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est tellement difficile que la seule façon que j'ai trouvé de me préserver, c'est de me mettre un peu à l'écart, de rester dans mon coin. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ces stratégies que je vais adopter, qui sont bonnes pour moi, pour ma survie, elles vont venir contribuer à l'environnement de travail. Donc les gens avec lesquels je suis vont les interpréter d'une certaine façon. Et ça va venir encore augmenter soit l'environnement de façon positive ou négative. Je prends un exemple. Et même ça se passe même entre noirs, j'avais 2 personnes qui venaient d'Afrique et une personne avait constaté que l'autre ne mettait pas souvent sa nourriture au frigo. Et dans sa culture, elle, c'est de dire, pourquoi tu ne mets pas la nourriture au frigo? Tout le monde met la nourriture au frigo. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas confiance en nous? Est-ce que tu penses qu'on va t'empoisonner ou peu importe? Ça laisse juste là. Et l'autre disait, mais non, moi quand j'arrive, mon plat, je viens de le chauffer, je l'ai mis dans mon truc, mon sac thermos là, donc je veux qu'il reste chaud et tout ça, donc je préfère le garder dans mon bureau. Mais vous voyez que l'interprétation qui était faite n'était pas la bonne interprétation. Et les gens ne vont jamais venir vous demander, comme ces 2 Africaines là, aucune n'a demandé à l'autre pourquoi est-ce que tu fais telle chose. On a interprété. Donc elles ont interprété et ça les a mis dans une situation, bon ça c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça, qui les ont mis dans une situation où elles se sont retrouvées en conflit. Donc ça c'est le genre de choses qui arrivent. Donc quand on parle de risques psychosociaux, les risques psychosociaux c'est quoi? C'est le harcèlement, c'est la violence en milieu de travail, c'est la violence caractère sexuel, événement. Donc on a vraiment, c'est quand les comportements commencent à dégénérer au travail, c'est là qu'on va parler de risques psychosociaux. Donc une atteinte directe à ma sécurité. Mais il y a même la violence conjugale aujourd'hui, c'est-à-dire la loi oblige les organisations même à regarder si parmi leurs employés, il n'y a pas quelqu'un qui est victime. Donc, les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, maintenant, quand on parle de facteurs de risques psychosociaux, c'est quoi? Il y a un ensemble de choses comme la charge de travail, la justice organisationnelle. Est-ce que la charge de travail, est-ce que c'est toujours à moi qu'on demande de faire beaucoup de travail alors que les autres ne travaillent pas tant que ça? Est-ce que je sens qu'il y a une justice dans, je sais pas moi, dans les reconnaissances qui sont distribuées, dans le salaire, dans plusieurs choses? Est-ce que j'ai du soutien au travail? Est-ce que le climat relationnel, est-ce que j'ai l'autonomie dans mes décisions? Donc, il y a un ensemble de facteurs qui sont scientifiquement, et ça on s'entend un peu plus dans le monde occidental en tout cas, on s'entend un peu sur c'est quoi les facteurs majeurs. Donc quand on parle des interactions entre l'employé, moi qui arrive avec ce que je suis, et l'environnement de travail, donc on a défini c'est que ce serait un peu quoi les éléments qui se passent là-dedans, qui vont faire en sorte que ça va aller peser pour le meilleur ou pour le pire sur la santé mentale des gens. Et c'est ça qu'on entend par facteurs de risque psychosociaux. Donc aujourd'hui, si les facteurs de risque psychosociaux ne sont pas gérés, par exemple, si vous avez un climat relationnel qui est difficile et que ce n'est pas géré, ça peut se dégrader en harcèlement au travail ou en violence. Donc aujourd'hui, quand les gens s'épuisaient, la loi disait aux gens, l'employeur n'avait aucune obligation de pouvoir s'occuper de vous et de pouvoir mettre en place des solutions pour ces facteurs de risque psychosociaux. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui au Québec, ça nous coûte 1 milliard juste en arrêt de maladie et tout. Donc le gouvernement a dit aux entreprises, vous devez faire votre part. Donc ce n'est plus uniquement maintenant à l'employé qui se brûle de dire tu t'es brûlé, tu n'as pas été capable, va prendre soin de toi et puis reviens.
quand tu seras capable, bah, tu vas être capable tu vas revenir. Donc, le gouvernement dit à chaque organisation aujourd'hui dans laquelle vous êtes obligé d'avoir des plans, donc d'évaluer les facteurs de risques psychosociaux qui sont dans vos milieux et de mettre en place des plans pour ça. Donc, c'est vraiment là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette loi-là. C'est comme une loi qui vient donner plus. Et si ce n'est pas fait, un employé pourrait se retourner vers la CNSST pour dire « Oups, attention, moi je pense qu'on a un enjeu de charge de travail ici, je pense qu'on a un enjeu de climat de travail. » Et donc là, la CNSST peut lancer une enquête là-dessus. Et ce sont des leviers que nous n'avions pas il y a encore quelques mois. En fait, parce que la loi est entrée en vigueur le 6 octobre. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour expliquer les facteurs de façon générale. Et est-ce que c'est la même chose? Je vais prendre 5 minutes pour la réalité, les personnes noires. Est-ce que c'est la même chose que nous vivons en tant qu'employés noirs? Donc je vous ai montré le portrait global. La réponse, c'est non. Pour nous, c'est pire. C'est pire parce que tout ce que tout le monde a, nous on a une charge supplémentaire. Et là, je vous ai mis quelques statistiques, je ne vais pas tous les lire, mais au Canada, les travailleurs noirs font face à un taux de chômage plus élevé. Bon, juste entrer déjà au travail, c'est compliqué. Et ce qui fait en sorte que quand on entre au travail, on a l'impression que c'est une chance qu'on nous a donnée, comme si on nous a fait une faveur. Je vais sauter au dernier chiffre. Je vais sauter au dernier chiffre. Les Canadiens noirs ayant rapporté les microagressions, on voit qu'en 2024, en 2025, on est autour de 70%, 80% des Canadiens noirs qui rapportent avoir vécu des microagressions. Donc on a plusieurs éléments comme ça. Et là, je vais m'arrêter où il y a le rapport Zellars qui est sorti, qui documente vraiment c'est quoi les enjeux, les problématiques que nous avons, que vous avez nommées, que vous connaissez très bien. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je voulais juste mettre cette table, donc que vous connaissez très bien et que nous vivons actuellement. Donc là, maintenant, on va passer à la période de questions pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça. On voit quel est le portrait, on voit qu'est-ce qui pèse sur nous en plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc ça, c'est un peu ça que je voulais arriver. Voilà. Écoute, je te remercie pour… Ok. Yannick, tu nous entends? Oui, je vous entends. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allô? Oui. Ok. Bonjour Yannick, c'est Dorothy qui parle. Oui, bonjour Dorothy. Je ne sais pas si tu es accompagnée de Lydie. Oui, nous sommes ensemble. Parce que, en fait, parce qu'il y a eu un problème technique. On vous a perdu pendant un bon moment. Donc, la présentation, la connexion, elle est malheureusement mauvaise. Donc, pendant qu'on essaie de vous parler, vous ne nous entendiez pas. Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. À quel moment est-ce que vous avez perdu la connexion? Alors, depuis un bon moment, là, je pense, je sais que j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait écrit dans le chat, mais moi, ce que je pourrais suggérer pour le moment, je ne sais pas si les participants seraient d'accord, mais ce serait peut-être de cesser cette présentation-là puis d'avoir cet échange direct avec les participants parce que justement, comme je disais, la connexion, le partage d'écran aussi, en fait, l'image est très, très, très petite de notre côté. Okay. Donc, c'est illisible. Donc, voilà, je peux laisser les autres s'exprimer. Oui. Donc, c'est ça. Oui, très bien. J'avais fini la présentation et donc effectivement, on peut aller dans les… Et s'il y a des éléments qui viennent dans les questions, je pourrais les reprendre sans aucun problème. Donc moi, ce que je vais te demander, Yannick, pour que les personnes puissent mieux comprendre, c'est-à-dire qu'on a vu que la tendance, en fait, c'est vraiment une dégradation des conditions de travail et de la santé mentale au Canada. Mais je voudrais que tu reviennes sur les spécificités pour les communautés noires et notamment les femmes noires et que tu nous donnes un peu des chiffres, des données sur ce que, en fait, elles subissent de manière particulière. Alors, spécifique. Alors il y a plusieurs études qui existent, par rapport aux personnes noires en général. Mais il y a une étude très intéressante que vous avez probablement lue de Mme Zellars là, sur la fonction publique canadienne dans les cadres et qui nous donne un peu une illustration de qu'est-ce que les femmes peuvent vivre. Donc, une des choses, c'est les expériences de discrimination et de harcèlement. Donc, il y a plus comment dire ça, elles ont plus… J'entendais tout à l'heure je pense que c'est Pamela qui a vécu son expérience. Donc, on est plus sujet
par rapport à toutes les autres communautés, à ces expériences, à ces agressions qui vont nous être adressées, à ces expériences de discrimination par rapport à la charge de travail, par rapport à la reconnaissance au travail, par rapport à la justice. Donc il y a vraiment des éléments là-dessus. L'autre chose qu'elle documente, c'est vraiment les obstacles à l'avancement professionnel. Donc les femmes noires peinent à avancer au niveau professionnel. Il y a les charges de travail inéquitables. Et ça, les hommes noirs le vivent aussi. Hein. Donc ça c'est quelque chose aussi que je connais très bien. Et puis les accusations infondées, c'est-à-dire voilà. Et tout à l'heure, Pamela prenait l'exemple de dire, on a eu une discussion professionnelle et puis finalement, je suis convoqué par le gestionnaire qui me dit, il y a telle personne qui s'est plainte de telle chose. Donc des plaintes comme ça là qui ne sont pas fondées et qui sont mises sur les femmes noires. Donc il y a plusieurs choses. Et moi, ça c'est juste un échantillon. Je pense que si on avait le temps là, que chacun parlait de qu'est-ce qu'il vit au travail, on verrait que en tant que noir, mais en plus en tant que femme noire, il y a beaucoup de choses que vous portez. Alors, il y a aussi, quand on a fait le nuage de mots, ouais. Il y a beaucoup de... Il y a vraiment quelque chose qui ressortait, qui ouais. était l'hypocrisie silencieuse oui. et la difficulté à nommer et à prouver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je vous ai parlé des risques psychosociaux. Pour répondre un peu à la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'hypocrisie qu'on peut vivre au travail? Ou le sentiment, ou la perception. Ou la perception qu'on peut vivre. En fait, il y a comment dire ça? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je dirais d'abord au niveau personnel, c'est clair que, et je pense que vous le faites, hein, donc au niveau personnel, c'est de pouvoir nommer les choses, donc de pouvoir aller rencontrer la personne pour nommer les choses qu'on vit, mais c'est pas évident. Et je dois dire que c'est quelque chose ce sont des solutions qu'on va donner aux gens de façon, à la population générale, je vais dire ça, mais pour nous, c'est pas toujours évident. Mais il faut avoir ce courage-là, il faut avoir cette sécurité intérieure. Moi, je le fais aujourd'hui, je suis capable de le faire. Et évidemment, il y a des représailles que moi j'ai eues quand je l'ai fait, mais il faut avoir cette sécurité pour pouvoir aborder. Mais c'est pas là où c'est le plus... quand on a des gens qui sont ouverts, ça marche. Quand on a des gens qui sont fermés ou qui même ont des intentions pas toujours correctes, ça ne va pas marcher, c'est certain. Et donc là, il faut qu'on ait une autre stratégie. Donc aujourd'hui, la loi oblige les organisations à faire l'évaluation, mais je ne veux pas vous tromper. On a déjà du mal, moi qui suis dans les organisations, à convaincre les entreprises à le faire pour la population en général, pour l'ensemble des employés. C'est pour ça que le gouvernement a dit, j'en fais une loi, vous êtes obligés. Mais c'est clair qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Donc même si l'employeur décide de faire ça aujourd'hui, il ne va pas décider d'inclure une partie de spécificité pour la communauté noire. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que quand on fait un questionnaire, qu'on aille évaluer pour la communauté noire ou pour les personnes issues de la diversité, un mot que je n'aime pas, c'est quoi les spécificités que vous vivez, parce que le plan d'action avec lequel on veut arriver, on veut qu'il soit un plan d'action ajusté à la réalité de chacun qui permet vraiment de travailler sur le bien-être. Mais on n'aura pas ça. Donc, alors, ça veut dire qu'il faut que, par rapport à ça, il faut que nous soyons capables de nous organiser. Une des choses qu'on a beaucoup discuté, actuellement, il y a dans les entreprises des réseaux de professionnels noirs. Mais ces réseaux de professionnels noirs n'ont pas beaucoup de force de levier pour pouvoir mettre de la pression. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a déjà. Donc, c'est de voir ensuite comment est-ce qu'on peut avoir une contrebalance de pouvoir pour forcer les organisations à le faire. C'est la seule chose. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a une solution immédiate, mais malheureusement, il n'y a pas de solution immédiate pour forcer les organisations à aller vers là, à moins que nous nous organisions pour pouvoir le faire. Et on peut s'organiser au niveau de notre entreprise, mais on peut aussi s'organiser au niveau même de la communauté noire. Pour ce qui est beaucoup plus individuel, ce sont des choses qu'on peut regarder en termes de gestion de stress, de gestion des émotions. Donc, comment je peux me gérer pour passer au travers de tout ça? Et c'est quoi ma limite où je dis, c'est bien beau là que je fasse 150 000 $, mais je ne vais pas laisser ma tête sur le plateau. Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir. Il y a aussi la question des gestionnaires. Ouais. Donc on a vu que dans le nuage de mots, beaucoup ont souligné... Oui, Dorothy, il y a des questions. Beaucoup ont souligné la toxicité. Je vais laisser Dorothy. Il y a des questions, c'est ça. On vous écoute, excuse-moi Dorothy. En fait, parce que comme on ne voit pas les questions, alors merci de prendre la parole pour nous les poser. Oui, c'est ça, c'est qu'on a quelques questions au niveau du chat, mais aussi, comment dire, excusez-moi, j'ai mon neveu à côté de moi. Mais c'est ça, il y a des questions au niveau du chat, mais aussi, il y a Jolene qui a levé la main depuis un moment. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir
lui donner le temps de parole. Donc, je vais d'abord finir sur la question de la toxicité du gestionnaire. Oui. Quelle est la responsabilité des gestionnaires? Ouais. Bah, on a deux choses. Bah, premièrement, j'aimerais commencer par les gestionnaires noirs parce que j'ai beaucoup vu des gens qui m'ont dit, ce que tu dis là, je ne le vis pas de la part d'une personne de blanche ou peu importe, je le vis de la part d'une gestionnaire noire au point où j'ai dû quitter. J'en ai plusieurs. Donc, et on a des gestionnaires noirs qui se trouvent dans une posture très compliquée. C'est-à-dire, bah, j'ai une... comment dire ça? Tout à l'heure, Pamela disait, bah, je veux plaire, je veux atteindre les objectifs. Donc, il faut que je vais reproduire ce que les autres gestionnaires font. Et des fois, je vais être encore plus dur envers les personnes de la communauté noire. D'autres même m'ont dit, des gestionnaires qui m'ont dit, bah, comme je sais que c'est difficile, que les autres ne vont pas leur comment dire ça, leur donner, être clément. Les autres vont être plus exigeants. Alors, je me permets d'être plus exigeant, comme ça, je les prépare à pouvoir affronter pire. Donc, on a des gestionnaires comme ça, noirs, qui ont cette posture. Et ça, c'est déjà quelque chose que nous, dans notre communauté, on peut décider d'arranger. Donc, si je suis gestionnaire noir, comment je peux m'outiller pour naviguer justement sur cette position où je veux pas, oui, je veux bien encadrer ceux que j'accompagne, mais je veux pas non plus être la personne qui les envoie en maladie. Donc, cette posture. Mais sinon aussi, dans les risques psychosociaux, le gestionnaire a un rôle important. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, j'aimerais avoir les bonnes nouvelles, mais les nouvelles sont nuancées parce que plusieurs gestionnaires n'ont pas été formés. Alors, on a des gestionnaires qui n'ont pas nécessairement les capacités relationnelles. Donc, ils sont bons, ils sont arrivés là parce qu'ils sont bons au niveau technique ou parce qu'ils ont des relations et autres, mais ils n'ont pas les compétences de gestion d'équipe. Une équipe, ce sont des émotions, ce sont des personnes humaines, donc il y a un aspect très psychologique dans la gestion. On a beaucoup de gestionnaires et qui nous le disent. Donc, quand on vient faire les risques psychosociaux, ils sont même effrayés parce qu'ils se disent, bah, vous allez faire ressortir ce que les gens vivent et c'est comme si vous leur donnez un bâton pour me taper. Donc, et là, on essaie vraiment d'accompagner les gestionnaires eux-mêmes pour qu'ils soient capables d'avoir une posture d'écoute et autres. Mais on est au début du travail. Alors, dans le chat, on a quelqu'un qui demande pourquoi vous n'aimez pas le mot diversité? Pourquoi j'aime pas le mot diversité? Parce que je pense que on peut pas être spécial. Bon, c'est vraiment une parenthèse. Je pense que dans la diversité, il y a beaucoup de spécificités. Et donc, c'est comme si, si on décide d'avoir des actions au niveau, ce qui est comment dire ça, le bon côté de la chose au niveau de la diversité, c'est que ça permet de créer un groupe plus fort pour faire des demandes. Mais l'enjeu, c'est que lorsque ces choses arrivent, on a encore comment dire ça, des actions trop générales pour qu'elles puissent s'appliquer de façon spécifique. Donc, moi, je préfère vraiment le mot. Et puis, diversité, ça veut dire que diversité par rapport à qui? Tu vois, et ça, c'est l'autre chose qui me chicote même plus. C'est-à-dire, si je suis de la diversité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la normalité et moi, les autres sont de la diversité. Donc, j'aime pas ce mot-là parce que ça cloisonne déjà les citoyens en certaines classes. Donc, c'est vraiment ça qui ne me plaît pas. Donc, en tout cas, je ne veux pas trop entrer là-dedans parce que je veux qu'on reste sur le sujet, mais voilà, c'est un mot qui me chicote un peu. Alors, est-ce qu'on a une question en ligne? Oui, j'ai une question. Oui. Bonjour Eddy, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jolene. J'ai eu à rejoindre la rencontre un peu plus tard pour les soucis techniques de connexion. Oui. Mais ma question est à savoir, vous avez mentionné que c'est bien beau d'aller leur dire comment est-ce qu'on ressent les choses. Oui. J'ai des amis, eux, ils préfèrent tout simplement aller à jouer la victime comme eux ont tendance à le faire. Oui. Donc, avant que d'autres personnes ne se plaignent de son comportement, elle sent déjà que ça va déborder, elle se met à pleurer. Fait que je ne sais pas, est-ce que finalement jouer la victime dans la situation où tu vis la discrimination, des micro-agressions, Ouais. vraiment tu rends ça vraiment visible. Parce que si toi tu te pleures, on va te prendre peut-être pour la femme noire en colère. Donc là, elle va à l'autre côté, elle va jouer sur le côté de sensibilité, elle va aller se plaindre dans un sens à la gestionnaire, même si technique. Non, ça n'accouche pas autant. Elle va vraiment jouer sur ces émotions-là, jouer pour essayer de prendre qu'est-ce qui rend une femme blanche ou une personne blanche plus susceptible à la place de se faire forte. Elle va utiliser les mêmes atouts et là, elle sera peut-être prise en compte. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mentionné lors de vos études, lors de l'étude? Est-ce que
C'est une solution à long terme, non, mais c'est quelque chose. Bah, moi, j'ai envie de vous poser la question, vu que vous avez discuté avec elle, est-ce que ça marche? Est-ce que selon les retours qu'elles vous ont fait, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça marche. Les gestionnaires ont été fidèles en tant que personnes noires et ils ne veulent pas justement être catalogués de racistes ou de quoi que ce soit, donc ils font super attention quand les personnes noires jouent les victimes. Mais c'est assez triste de devoir jouer les victimes alors que techniquement on n'a rien fait. Oui. C'est, comment dire, en psychologie, on dit souvent que une stratégie qui permet à quelqu'un de pouvoir faire face à une situation, on ne peut pas dire à la personne d'arrêter cette stratégie-là parce que ensuite si ça marche, il y a un bénéfice à court terme. Par contre, il faut voir c'est quoi les autres aspects que ça pourrait toucher. Je pensais tout à l'heure à toute la question quand on avait le nuage de moi, il y avait des gens qui disaient moi ça vient jouer une perte d'estime de moi-même, un manque d'estime. Donc cette posture de dire je vais jouer la victime, donc je me mets comme une personne qui n'a pas la force, je vais mettre ça entre guillemets, comprenez-moi, mais qui est. Donc ça vient aussi avec un certain message qu'on s'envoie à nous-mêmes d'abord en tant que personne et qui, à force de le jouer, peut nous-mêmes nous convaincre, nous mettre dans une certaine posture. Donc, dans les risques psychosociaux, il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire par rapport à la partie qui nous appartient. J'ai constaté que plusieurs personnes de la communauté noire, oui, nous vivons des choses au travail, mais on a aussi, c'est comme si notre sécurité intérieure, dans notre confiance en nous-mêmes, on n'est pas assez confiant. Je prends un exemple. Si il y a des personnes de la communauté noire elle est malade, elle ne va pas. C'est-à-dire qu'avant vraiment de call sick, là, comme on dit, elle va supporter. Une autre personne, une autre communauté, rapidement, ça va arriver. Donc il y a des postures dans lesquelles nous nous mettons qui font en sorte que on peut avoir plus tendance à nous demander certaines choses et même à avoir, à s'exposer à certains comportements que d'autres personnes de la communauté. Donc, pour revenir à la stratégie spécifiquement, je ne veux pas juger la stratégie parce que c'est une stratégie qui fonctionne pour elle, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une stratégie bonne à long terme ou qui soit payant même pour sa propre confiance en soi. Donc, c'est ce que je peux dire, rapidement. Mais si ça fonctionne aujourd'hui, peut-être que c'est la seule façon qu'elle a pour pouvoir rester, pour pouvoir demeurer en survie. Mais bon, c'est une stratégie. On est en train de perdre complètement là présentement. Ça déclare. Ok, c'est vraiment ok. Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez là? Non? C'est déconnecté. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, c'est revenu. Ok. Le son est revenu, mais ça reste saccadé encore. Ok. Oui. Est-ce que vous nous entendez là? Oui, c'est bon. On vous entend. Ok, très bien. On vous entend. Ok, très bien. Je voulais profiter si je peux poser une question, tant que le réseau est encore là. Oui, j'espère qu'on va pouvoir vous entendre. Je me présente, je m'appelle Touré Fatoumata, je suis en fin de formation en ergonomie en France. Participer à ce webinaire, pour moi, ça permet d'ouvrir les champs des possibles, tout ce qui concerne les RPS, notamment du coup au Canada. On en parle aussi beaucoup en France et c'est quelque chose qui est du coup qui explose très concrètement. Et je voulais rebondir sur le terme diversité et variabilité parce que le sujet des RPS c'est quelque chose qui est subjectif, donc qu'on soit noir, qu'on soit blanc ou peu importe, on n'aura pas le même rapport aux risques psychosociaux. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous faites une différence entre les deux? Si oui, quelle est la différence? Et comment vous entrez du coup les RPS dans cela? Ok. Aujourd'hui, la méthode d'évaluation des risques psychosociaux, elle est très simple, je dirais même très basique pour la majorité des organisations. Ils vont vous envoyer un sondage sur lequel vous aurez des questions à répondre. Ils compilent les questions et là, ils vont regarder le pourcentage de gens qui estiment que la charge de travail est bonne,
peut-être 60% estiment que c'est très bon, 20% estiment si. Donc, c'est vraiment des chiffres quantitatifs comme ça qu'on va sortir. Et de ces chiffres quantitatifs, on va déduire un plan d'action. On va dire que, bon, il est ressorti que, je ne sais pas moi, c'est la charge de travail qui est un enjeu. Évidemment, si vous êtes 4 noirs, 5 noirs dans une organisation qui a 80 personnes, votre réalité sera noyée. C'est certain que c'est ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, en tout cas, je travaille beaucoup en France avec des organisations en France, ici au Québec. Je n'ai vu en France, ils sont encore plus frileux parce qu'ils n'ont même pas le droit de parler de la race, de la notion de race. Donc aujourd'hui, je n'ai vu aucun employeur, sauf la ville de Montréal, qui le prend. L'ethnicité, ils en tiennent compte. Quand on a travaillé avec la ville de Montréal, ils ont la partie ethnicité. Et là, on a pu faire pour la première fois, j'ai pu faire un comparatif entre ce qui se passe pour les personnes noires et ce qui se passe pour les personnes de minorité visible. C'est pas juste noir. Et ce qui se passe pour le reste. Mais on ne le fait pas encore. C'est pas un processus qui est la diversité n'est pas encore un aspect qu'on va regarder de façon spécifique. Donc nous, on doit, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la capacité de s'organiser au niveau de collectif. Donc si nous sommes 5 noirs, si nous sommes 6 noirs, et là je reviens avec la question de la personne qui jouait la victime, je vais dire ça comme ça, parce que je trouve quand même que c'est une stratégie intéressante. C'est que nous devons faire valoir la spécificité, mais il faut la faire valoir de façon intelligente. On n'est pas en guerre dans une organisation. On est là pour essayer le mieux possible de faire comment dire ça, de faire corps avec les autres. Mais donc là, on peut nommer qu'est-ce qui, pour nous, fait en sorte qu'on ne fasse pas corps. Et là, il faut qu'on trouve les alliés. Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est donc, il y a quelque chose à organiser au niveau de l'organisation pour que la RH, par exemple, parce que c'est souvent eux qui sont responsables de ça, disent « Ah bah tiens, ce serait bien qu'on inclue l'élément diversité. » Vous pouvez lui suggérer la neurodiversité aussi. Vous pouvez suggérer plusieurs trucs qu'elle peut inclure pour qu'elle n'ait pas l'impression que c'est juste pour les Noirs qu'elle va aller voir. Mais là-dedans, à travers cette segmentation, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont vous donner la parole, enfin le pouvoir de demander, enfin d'avoir les actions qui sont menées. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de données sur... on n'a pas de données. Donc quand on fait ce genre d'exercice, on n'a pas de données sur ce que les personnes des communautés noires vivent ou de la diversité vivent. Et ça fait en sorte que on ne peut pas avoir des actions spécifiques parce que ce n'est pas regardé. Mais donc il faut trouver des façons d'influencer ces demandes-là, ces besoins. Voilà. L'autre chose aussi, je vais terminer par ça, pour les organisations qui le font un peu plus de façon, qui poussent un peu l'exercice, ils vont faire des focus group où ils vont réunir les employés pour que les employés puissent, à partir des données qui ont été recueillies, parler de qu'est-ce que cette donnée-là veut dire. La charge de travail, ça veut dire quoi? Et donc là, ça peut être un espace où vous pouvez exprimer votre réalité à vous. Mais c'est toujours sensible, parce qu'il y a toujours la peur de dire, si je dis ça, de dire, est-ce que je vais vraiment oser dire que moi, je sens que j'ai plus de travail que d'autres en tant que personne noire. Peut-être que je peux dire que je sens que j'ai plus de travail sans nommer, peut-être que en tant que personne noire, si je ne me sens pas que c'est une atmosphère sécuritaire où je peux vraiment prononcer ça comme ça. Donc, malheureusement, on a encore les stratégies qu'il faut mettre en place. Il faut être malin pour réussir à apporter cette sensibilité. Est-ce qu'il y a encore une question en ligne? Ben, moi, j'aimerais intervenir, c'est Martana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je veux juste intervenir un instant sur la question de jouer à la victime dans le monde du travail. Oui. Pour faire un retour sur le rapport de Rachel Zelber sur les employés de la fonction publique. Oui. Et si vous avez la chance de lire, le rapport, c'est violent. L'expérience des personnes noires, racisées, ainsi de suite, dans le milieu du travail peut être très, très, très violente. Maintenant, si une personne vit une situation dans le monde du travail puis qu'elle veut en parler et qu'on dit qu'elle joue la victime pour pouvoir s'en sauver, je pense qu'il faut lui offrir un peu de grâce à comprendre que cette personne est sûrement en mode de survie, survival mode. Alors, de dire que la personne joue à la victime quand elle vit des situations qui sont très violentes dans le monde du travail, je pense qu'il faut faire attention et qu'il faut s'offrir aussi de la grâce en tant que communauté noire. Parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, on se traite soi-même comme si on devait être encore plus fort dans le monde du travail pour jouer à un jeu auquel on perd.
OK. Donc, je pense que c'est important que si quelqu'un dit, si on voit que quelqu'un joue la victime et que cette stratégie-là fonctionne, peut-être que c'est pas que la personne joue à la victime, peut-être que cette personne-là voit que c'est la seule façon qu'elle peut avoir de se faire écouter. Donc, c'est plus une question de s'offrir un peu de grâce et de peut-être regarder vers soi-même, de pas être si rude, je sais pas comment dire, mais de pas être si hard on ourselves. Oui. je suis. Parce que jouer la victime. Ouais. Je suis. Si je peux me permettre, je suis super content de ton commentaire parce que, en fait, ce qui a été rapporté tout à l'heure, moi, ce que j'avais entendu, c'est de dire j'anticipe. Donc, je ne le vis pas encore ou je ne le vis pas de façon intensément, mais j'anticipe que ça peut arriver. Donc, je vais comme surjouer ce qui se passe pour justement attirer une certaine grâce ou certaine conscience, une certaine sensibilité. C'est vraiment dans ce sens-là que j'avais compris. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais par contre, là où vous avez absolument raison, c'est que plusieurs personnes que j'ai accompagnées de façon individuelle, il y a vraiment cet enjeu de dire, en fait, il y a même ce questionnement de dire, est-ce que c'est moi le problème? Donc, il y a une remise, une introspection très forte qui fait en sorte que les gens, en fait, c'est là où on perd la confiance en soi, parce qu'on se dit, c'est peut-être moi le problème. Donc, c'est pas le problème. Donc, il y a vraiment et plusieurs m'ont dit, j'en ai parlé au responsable gestionnaire, il n'a pas voulu me croire, il n'a pas pris ça au sérieux. J'ai été à la CNSST. La CNSST a remis en question, dit, ouais, peut-être ce sont des interprétations, peut-être c'est toi qui vois comme ça, ceci. Et donc, ça me fait beaucoup penser aux victimes, aux femmes victimes là de viol et de harcèlement. C'est comme de remettre en question la parole de la personne qui est en train de vivre quelque chose de difficile. C'est pour ça que je pense que c'est important de le vocaliser. Si on peut, au milieu de travail, si on ne peut pas, il faut absolument qu'on trouve quelque part où on est capable de le dire et où on peut se faire valider ce qu'on est en train de vivre. Ce que tu vis, ce n'est pas une interprétation, c'est quelque chose de réel. Et là, on l'a vu dans l'exercice du départ, que plusieurs personnes vivent ça. Les gens disent, moi je vais m'isoler, moi je vais… Donc c'est quelque chose de réel si on en parle aujourd'hui. Donc merci pour ce commentaire-là qui permet vraiment de venir préciser que nous devons, mieux vaut, être un peu plus… Mieux vaut tirer la sonnette quand… Enfin, comment dire ça? Mieux vaut être un peu plus… mieux vaut surjouer un peu, si je peux dire, que d'être trop dans la réserve, de dire « Ah non, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça ». Si on se pose des questions, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui se passent. Donc, merci. Alors, il y a une question. Est-ce que vous pensez que le fait que le Québec ait l'ouverture de permettre de mettre en avant l'existence de minorités visibles constitue un atout pour faire avancer la discussion sur les RPS? Moi, je crois définitivement que l'avance qu'on a au Québec par rapport à la France, par exemple, on ne peut pas… En France, quand je disais, j'étais avec des Français aujourd'hui, et j'aurais dit, je vais faire et c'était des Noirs en plus, je vais faire ce webinaire aujourd'hui. Ils m'ont dit, ah ouais, mais est-ce que c'est pas de la discrimination ça, le fait de parler des risques psychosociaux pour les Noirs? Donc on n'est même pas encore à imaginer que on peut. Donc, et il y a une interdiction dans la loi par rapport aux statistiques, on ne peut pas tenir des statistiques. Donc quand j'accompagne les organisations, ils me disent, non, on ne peut pas faire ça, Yannick, c'est interdit par la loi. Donc on a cette avance. Au Québec, moi, quand je leur parle de réseau de professionnels noirs dans les organisations, ils sont encore plus surpris que, oh, ça existe. Donc ça veut dire qu'on a déjà quand même des outils qui ne sont pas encore à leur plein potentiel, parce qu'on a discuté avec beaucoup des responsables de ces réseaux-là, qui eux-mêmes ont une pression énorme, parce que les organisations sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se constituer là, qui peut devenir un contre-pouvoir, et ils n'aiment pas ça. Donc ces gens-là sont obligés d'être, irréprochables dans leur travail. Donc ça vient leur rajouter une pression supplémentaire. Mais quand même, moi je pense qu'en réseautant ces différents espaces, en les équipant par rapport aux risques psychosociaux, c'est quoi que l'organisation peut faire, c'est quoi comment ils peuvent influencer et tout, on a de très bons débuts pour pouvoir faire avancer la cause. Et moi c'est un peu dans cette dimension-là que je veux travailler aujourd'hui, de travailler vraiment au niveau de la communauté, oui les individus, mais est-ce que communautairement, avec les pousses qu'on a, ces réseaux de professionnels-là, on peut faire, et même les gens qui sont dans d'autres milieux qui n'ont pas ça, on peut faire une force qui permet d'avoir une poussée vers une reconnaissance, vers des actions et des stratégies que nous-mêmes, on aura conçues pour nous. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit réaliste de s'attendre à ce que dans 1 an, dans 2 ans, si ça arrive, Dieu merci, mais je pense pas que dans 1 an, dans 2 ans, les organisations vont avoir ce souci-là de pouvoir le faire parce qu'ils sont encore pris avec plein de choses dont répondent même à la loi par rapport à la population générale. Il y a Hélène qui dit qu'ils sont plus préoccupés par le fait de ne pas permettre la naissance de milices noires
et du mouvement Black Panther. Comment tu réagis à ça? Je pense effectivement qu'il y a une peur. Je prends un exemple. Quand j'ai beaucoup intervenu dans les écoles et il y avait un conflit entre un enfant noir et un enfant blanc, la direction s'arrangeait absolument que ce ne soit pas un enfant. Moi, j'ai un enfant noir qui est venu me dire écoute, elle dit qu'elle ne veut pas jouer avec moi parce qu'elle dit que ma peau, c'est de la couleur du caca. C'est violent là, pour un enfant qui avait 4 ans ou 5 ans. Et c'est du racisme. Mais l'école a tout fait, la direction a tout fait pour dire oui, non, mais c'est peut-être pas ça. Donc, pour enlever le terme, pour dire que oui, c'est pas correct, mais c'est un comportement qui n'est pas correct, mais ils ont tout fait pour extraire le mot racisme, le mot discrimination. Et les organisations, c'est un peu ça, parce que le racisme, aujourd'hui, c'est une patate chaude, même pour notre province. Donc, quand notre Premier ministre parle, il veut absolument pas qu'on parle de ça, parce qu'à partir du moment où tu le nommes et que tu le reconnais, il faut t'en occuper. Donc, oui, les organisations, aujourd'hui, ont peur de ce contre-pouvoir qui pourrait mettre et je ne dirais pas toutes les organisations, parce que j'ai vu des organisations qui sont sensibles, mais il y a quand même une peur, parce que les gestionnaires se disent comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? C'est une patate trop chaude, comment je ne veux pas être affiché, je ne veux pas être si... Et une chose, moi je nous lance l'idée comme ça, moi mon rêve là, c'est qu'on arrive avec une norme, il y a la norme ISO. Moi je rêve qu'on arrive avec une norme bien-être noir, ou ça peut s'appeler autrement, où on est capable d'identifier les organisations qui ont des approches qui permettent à des personnes noires, qui sont sensibles à la réalité des personnes noires. Et ce genre d'application de choses existe déjà aux États-Unis, hein, pour d'autres domaines, pas pour les risques psychosociaux, mais ce sont des choses qu'on est capable d'avoir cette intelligence collective et de les monter. Et que nous, en tant que personnes noires, nous sommes tellement nombreux, on peut alimenter. Et si on les alimente, là, on peut ressortir les chiffres, même si on ne passe pas directement par les organisations elles-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions en ligne? N'importe quelle question. Donc, je voudrais savoir par quoi on pourrait conclure. Il y a une main levée. Oui. Désolée, il dit d'interrompre, mais j'ai une dernière question. Il a dit n'importe quelle question. Oui. J'ai bien aimé ton dernier commentaire, à savoir, est-ce qu'il y aurait un moyen de faire reconnaître à la CNSST ces micro-agressions-là? Parce que je sais qu'au niveau de la réglementation, c'est vraiment lorsqu'on parle d'harcèlement, eux, c'est littéralement quand c'est visible. Oui. Mais on a beaucoup de choses invisibles. Subtiles, oui. Est-ce qu'il y a un moyen de faire intégrer ça dans les normes du travail? Parce que si c'est pour parler de chiffres et si c'est pour faire un recensement, tu auras des témoignages. Oui, complètement. Est-ce que ce que tu as eu à proposer pourrait être un moyen de pression d'intégrer ça au niveau de la loi des normes du travail? Et après, comment est-ce que chaque entreprise pourrait l'appliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Oui. Par rapport à la CNSST et par rapport, il y a déjà d'autres. La dernière fois, on a eu un webinaire avec Sabine sur les enjeux de discrimination systémique et tout. Donc, c'est comme si le gouvernement dit il y a déjà un ensemble d'outils qui peuvent être utilisés quand il y a ce genre de situation. Après, donc ça c'est vraiment un peu la façon de voir les choses. Et honnêtement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aura une volonté politique de pouvoir le faire. Donc oui, on peut bien le vouloir là, de pouvoir influencer la CNST, mais je n'y crois pas. Au jour d'aujourd'hui, avec les politiques que nous avons et les gens que nous avons en politique. Donc, par contre, ce qui est possible de faire, aujourd'hui, un des éléments que nous avons, c'est que nous avons quand même des enjeux de main-d'œuvre au travail. Quand on regarde en santé et services sociaux, d'ailleurs c'est bizarre, hein, hier j'ai appris que, j'aurais dû le savoir mais je l'ai appris hier, que quand on regarde les arrêts maladie à la CNSST, les communautés issues de la diversité sont surreprésentées. Donc on tombe plus en arrêt que tous les autres. Et pourtant on est quand même résilient, on essaie de ne pas le faire, mais ça veut dire que malgré le fait qu'on soit comme ça, on tombe plus que les autres, ça veut dire qu'on est beaucoup plus à risque. Moi ce que je pense c'est qu'il faut vraiment construire, il faut avoir une intelligence pour construire un contre-pouvoir. Donc quand je parlais tout à l'heure de la norme, ce n'est pas une norme au niveau de la CNSST, mais nous par exemple, on est capable de pouvoir, ça c'est une idée, hein, rien ne nous empêche demain de mettre en place une plateforme ou une application qui permet de documenter
ce qui se passe dans cette organisation, tu vois, et de façon anonyme. Et là, si on se rend compte que, ok, chez Cap MG, qui m'excuse si je ne connais pas nécessairement un lien, mais peu importe l'organisation X, et qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs plaintes qui viennent des personnes de la communauté noire, ça nous donne des données pour pouvoir aller pousser plus loin. Aujourd'hui, on n'a pas de données. Les gens le vivent, et ça, c'est Pamela qui l'a dit dès le départ, c'est que je me sentais seul, je me croyais seul. Donc, on le vit individuellement, mais comme on n'a pas d'endroit collectif où on peut raconter ces récits, les documenter, le nombre et tout, c'est ça l'enjeu. Le rapport Zélar, c'est déjà super bien, mais je pense que si on a un mouvement de masse, là, on peut aller influencer, on peut avoir plus de pouvoir pour influencer les politiques. On a des gens de la communauté noire qui sont bien placés, hein, on a des ministres, on a des députés, on a des si. Donc, mais on comprend bien que c'est un travail. Le gouvernement ne bouge que s'il sent qu'il y a un intérêt. C'est comme ça que ça marche. De même, votre organisation ne va bouger que si vous avez un gestionnaire qui est sensible à la réalité pour X, Y raison, et il y en a, je ne veux pas dire que tous n'en ont pas, ou alors si le gestionnaire sent qu'il a à perdre, l'organisation sent qu'elle a à perdre par rapport à quelque chose comme ça qui viendrait. Et nous sommes des gens intelligents. Les femmes, là, vous êtes déjà intelligents, vous avez des postes clés, vous faites des changements. Il y a plusieurs organisations qui ne pourraient pas se passer de vous. Mais comme on ne le valorise pas en tant que force, on a du mal à se faire comprendre et à se faire et avoir des solutions ajustées à notre valeur. Donc je pense que voilà, c'est un peu comme ça que j'y répondrai. Il y a encore une main levée. Oui. Question? Oui, c'est encore moi, Pamela. Oui, Pamela. Juste une dernière question, en fait. Oui. Déjà, là, c'est une piste de solution. Yannick, merci beaucoup, parce que au moins, ce que vous venez de mentionner au niveau d'avoir vraiment comme une plateforme où on pourra tous s'exprimer, parce que plus la voix sera grande, oui, et moins on se sent isolé. Je pense que c'est déjà une piste de solution, c'est déjà un début qu'on pourrait envisager. Oui. Alors, moi, l'autre aspect, là, je pose vraiment la question à tout le monde. Hein. Oui. Je dis, comme je l'appelle si gentiment, cette hypocrisie gentille. Pourquoi, en fait, et là, c'est peut-être ça aller chercher la différence culturelle, hein, je ne sais pas, vous allez me dire, hein, tout le monde, comment se fait-il que, moi j'ai travaillé dans plusieurs endroits multinationaux, multiculturels, mais peut-être pas au Québec, mais depuis qu'on est là, moi je me suis même fait licencier, hein, c'est pour vous dire. Un matin, la DRH et ma gestionnaire sont débarqués avant 9h dans mon bureau, on m'a licencié, c'était à la fonction publique à Montréal. Et on m'a remis une lettre un tissu de mensonges de 2 pages, de la première à la dernière ligne. Donc tout ce qui avait été cité comme action ou bien comme scène, ou je sais pas, c'était tordu, mais vraiment à un niveau, j'étais outrée et je ne pouvais pas porter plainte parce que ils avaient bien ficelé. J'étais la seule noire. Ficelé. Donc comment est-ce que aujourd'hui je veux bien qu'on forme les gestionnaires, mais la vérité c'est que les gestionnaires sont fermés à la conversation. Oui. Sont fermés les gestionnaires québécois et même la gestionnaire qui peut être noire. Oui. Il y a vraiment ce blocus-là. Oui. Et les solutions, notamment celles qu'on a dit de jouer la victime, moi personnellement, je vais vous dire, hein, je n'encouragerai pas. Parce que je pense aussi que c'est pas forcément jouer le jeu. Oui, on doit dire ce qu'on ressent, mais comment on le fait? La confrontation, moi j'ai été leader toute ma vie, s'il faut dire ça comme ça, j'ai géré de grandes équipes. Et en tant que gestionnaire, on doit pouvoir gérer les conflits. Parce qu'il y a aussi ça, la gestion des conflits, c'est partie inhérente d'un leader. Mais tout le monde n'est pas leader, c'est aussi ça la réalité. Malheureusement, beaucoup ne le sont pas. On peut faire toutes les formations qu'on veut, c'est pas tout le monde qui l'est naturellement. Donc, c'est aussi ça le constat. Je me rends compte que les gens deviennent managers parce que, bon, ici on fait la promotion, mais il n'y a pas cette
capacité-là de faire des confrontations, de faire le dialogue social, d'emmener les sujets sensibles sur la table. Je n'ai jamais vu, vous direz, tout le monde qui est dans le live, j'ai jamais vu un gestionnaire qui prenne du temps en groupe de dire, ben voilà ce qui m'est revenu de part et d'autre, et comment on gère ce problème. Moi, je l'ai fait, parce que moi, j'ai été à l'étranger, on est un peu plus exposé. Mais ici, est-ce que c'est culturel? Parce que c'est vraiment répétitif, je l'entends partout de tous mes frères noirs, frères et sœurs. C'est comme si c'était culturel. On m'a même dit que non, mais c'est pour éviter les conflits, parce que... Mais non, vous n'évitez pas les conflits, parce qu'en plus, ce qui est fait, c'est qu'on va dire du mensonge. C'est même pas comme les faits se sont produits qu'on va reporter, en fait. Et donc, tu te retrouves être le vampire de la place. Tu ne sais même pas que tu es diabolisé, que tu as été saboté. Et tu le constates seulement parce que, bon, on t'isole. Je me dis que fait le gestionnaire. Et ils sont formés, ils ont plein de formations auxquelles ils ont accès, mais ils ne le mettent pas en pratique parce que, soi-disant, c'est la culture. Donc ici, est-ce que la culture, c'est vraiment l'hypocrisie? C'est de dire... On sent qu'il y a des tensions. Là où je travaille actuellement, mais la plupart des services ont des problèmes de relations de travail, de relations professionnelles. Mais les gestionnaires ne font rien parce que ça rentre dans le passif. C'est moi qui ai mis tout à l'heure le commentaire d'être passif. Donc, aidez-moi à comprendre. Est-ce que comme moi, est-ce que c'est vraiment parce que c'est culturel? Parce qu'on a tous une culture, d'où on vient là. Mais est-ce que c'est culturel au Québec que les gestionnaires pas seulement les gestionnaires, mais vraiment en général, les Québécois, on va dire là, ne sachent pas parler, ne sachent pas venir ouvertement vers l'autre. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas une culture, une éducation de confrontation, pas dans la confrontation négative. Vous ne comprenez pas, c'est pas pour aller se chamailler, vraiment pour discuter. Je pense que j'ai tel souci. Moi, je suis africaine, chez nous, entre collègues, je n'ai pas compris ce que on m'a dit. On va pourquoi tu es pas. Et le gestionnaire le cultive, l'encourage. Pourquoi? Aidez-moi à comprendre. Bah, je peux dire que il y a un aspect, et si Dorothée est là, j'aimerais aussi qu'elle puisse répondre à ça, mais il y a quelque chose que j'ai constaté, effectivement, parce que je suis dans les deux milieux, j'accompagne les deux milieux. Quand tu arrives en France, effectivement, les gens, il y a une confrontation et puis après ils parlent et après on passe à autre chose. Donc il y a vraiment cette culture ici, de ce que j'ai compris par ma propre expérience et en discussion avec des Québécois, c'est qu'on est dans une culture beaucoup plus consensuelle. Donc on est vraiment dans une culture beaucoup plus... Donc c'est une chose qui pourrait expliquer. Je vais laisser Dorothée peut-être en parler parce qu'elle a plus peut-être d'expérience que moi là-dessus. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que pour les organisations où on a fait l'évaluation des risques psychosociaux ici, les gestionnaires ne se sentent pas outillés. Parce que c'est une chose, je peux te dire, je peux venir faire une formation, je te dis, ok, il faut que tu ailles voir la personne, que tu fasses ci, donc je te donne des étapes. Mais entre avoir les étapes là et avoir la sécurité intérieure pour pouvoir dire que quand les émotions vont sortir là, quand les gens vont pleurer, quand quelqu'un va dire tabarnak, est-ce que j'ai la sécurité émotionnelle pour pouvoir ramasser ça pour que ça n'explose pas? Plusieurs gestionnaires n'ont pas ça. Et donc souvent quand moi je viens intervenir, ils sont un peu ok, comment ça va se passer? Moi, quand je dis moi, je dis dans nos équipes, on vient justement créer ces espaces où les gens peuvent, pour la première fois, et je dirais que ce n'est pas juste les Noirs, même les Québécois de souche ont ce besoin de pouvoir dire les vraies choses. Et quand on ouvre cet espace, qu'il est sécuritaire, qu'on garantit qu'il n'y aura pas de représailles, moi je peux vous dire que ça y va. Mais aujourd'hui, les gestionnaires ne sont pas formés. Il y a très très peu qui sont formés pour ça, parce que le gestionnaire n'était pas formé pour pouvoir, apporter une cohésion. Il est d'abord formé pour atteindre les objectifs financiers, les objectifs techniques, si je peux dire ça. Et donc ce côté-là, des fois on l'oublie. Et c'est ce que la loi va faire aujourd'hui, c'est qu'il demande aux gens, il faut que vous soyez aussi formés pour gérer les personnes. Et plusieurs ne sont pas prêtes. Donc oui, on peut tomber sur des gens qui, peut-être il y a un élément de discrimination, de racisme et tout, mais des gens aussi qui ne sont vraiment pas formés. Donc ils préfèrent aller comme ça. Et à un moment donné, ce n'est pas son problème, c'est l'organisation. Donc l'organisation va devoir faire une action générale, mais ce n'est pas lui qui se mouille, si je peux dire ça comme ça. On a une question de Lali. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'était pour répondre à Pamela, du moins de partager avec vous mon expérience aussi.
Et ce que je comprends, et en fait, Yannick a répondu à la question. J'ai eu quelques soucis surtout dans mon poste précédent. Et effectivement, une collègue, à force de me comprendre, m'a répondu que la culture française, bon, même africaine, on a une histoire de colonisation avec la France, qui fait aussi que ici, nous sommes dans une culture très consensuelle, une société consensuelle. Donc, ils ont du mal, enfin, elle m'a répondu cela et puis j'ai eu une autre réponse qui allait dans le même sens. C'est vraiment que la confrontation est mal vécue. Elle est déjà négativée, en fait, il y a un côté où est-ce qu'on y aura une confrontation et donc on voit tout de suite le conflit. On n'est pas forcément dans l'expression, juste l'expression des sentiments, confronter même les interprétations. On est dans l'évitement. Oui. En fait. Oui. Et le fait qu'on s'exprime, bon, il y a effectivement le fait que et puis nous sommes des personnes qui nous gesticulons. Quand je dis nous, je parle des Noirs en général. Le fait même de s'exprimer en gesticulant, moi une collègue m'a déjà dit tu m'agresses. Ouais. Pourquoi? Parce que je gesticulais. Et là j'ai pris un temps de recul pour lui dire non, là en fait il faut savoir qu'il y a un côté qui m'a aussi. Ce sont des personnes qui gesticulent beaucoup. Et ça peut être mal vécu. On a le ton haut aussi, juste pour exprimer quelque chose. Et d'emblée, il peut avoir ces interprétations-là de dire tu m'impressionnes, tu m'agresses. Tu m'intimides. Et à la limite, donc c'est ça. Il y a ce problème-là où chacun interprète l'autre. Et puis, donc finalement, on est mal compris. Oui. Et voilà, donc c'était pour intervenir quand tu as posé cette question-là, quand vous avez posé cette question. Ouais. Merci Lali. C'était ce que je voulais partager. Merci Lali. J'ai 2 exemples concrets qui me viennent en tête. Une fois m'appelle à Saint-Jérôme pour aller intervenir dans une école, je pense polyvalente ou une école secondaire. Et puis là, ils me disent les enfants noirs, les jeunes noirs ont pris en otage l'école et puis ils se tiennent au milieu dans des couloirs. Plus personne n'ose passer, ils intimident tout le monde. Là, je dis, mais je suis un peu étonné. Je dis, ok, on va venir voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, quand je viens pour les rencontrer, les directions et les enseignants et tout ça, parce que ça avait vraiment fait entouler à l'école, je dis, attendez-moi un peu, je vais faire un truc. Là, j'ai eu l'idée d'aller leur montrer, de chercher sur Internet une vidéo d'une récréation dans une cour d'école secondaire au Cameroun. Je leur ai sorti la vidéo, j'ai montré. Et là, on voyait des jeunes qui étaient assis sur la chaise. Ils disaient « Ah ouais, comment ça va ?» Donc, ils criaient, ça parlait fort, ça rigolait. Il a dit « Est-ce que ça vous dit quelque chose ?» Il dit « Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. » Et là, c'était interprété effectivement comme de l'intimidation, comme une prise de pouvoir, comme une prise de position. Donc, il y a un aspect très culturel. Je dis « Ok, si c'est ça, on n'a pas de problème, je sais comment on va régler. » Un autre exemple, cette fois-ci en milieu de travail. Je vais dans un milieu, ils me disent « Ouais, non, on est comme une famille ici, on s'entend bien. C'est sûr que comme une famille, de temps en temps, il peut y avoir des petits trucs, mais on règle ça. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, on va aller évaluer. » J'évalue, l'évaluation est anonyme. Et dans l'évaluation anonyme, ça sort qu'il y a un climat toxique, impressionnant et tout ça. Là, je leur montre leur rapport, je dis « Ok, voilà ce que vos résultats disent. » Là, ils me disent « Yannick, c'était une confrontation. » Ils me disent « Yannick, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé d'organisation, c'est vraiment nous ?» Je dis non, ce sont vos résultats et j'ai dû arrêter la présentation parce que c'était trop choquant pour eux de voir ce qui ne se disait pas, de le voir en résultat. Et là, émotivement, c'était un choc de se rendre compte que c'est vraiment ça qu'on vit, mais on ne le dit jamais. Et donc là, on a pu travailler. Donc il y a vraiment quelque chose effectivement au niveau culturel et j'aime beaucoup ce que Lali apporte parce que nos postures aussi font en sorte que c'est interprété. Et là, on peut voir ça comme du racisme de la discrimination, mais des fois, effectivement, c'est interprété selon leur prisme à eux, ou telle tonalité, telle ci, ça signifie ça, et nous, on n'est pas conscient. Donc, ça peut être interprété. Donc, en tout cas, je veux pas... En fait, on va finir avec Jolène. On va essayer de faire très court, parce qu'on a déjà un peu débordé, mais on voudrait un peu rattraper par rapport à la déconnexion qu'on a eue. Donc, Jolène, rapidement. Et puis, si Dorothy voulait rebondir sur la question, et puis on va conclure. Ouais. Alors, Jolène.
Mais Lydie, finalement, je baisse ma main parce que ça a été répondu. Ah, Donc, ok. je vais te laisser faire la conclusion. Dorothy, Si peut-être? Dorothy veut ajouter quelque chose. Voilà. Merci aussi. Dorothy? Ah, bon, peut-être Tout le que... monde, donnez-moi 10 secondes. Oui, ok. Donc vous me voyez, juste un instant. Oui, écoutez, regardez, en fait, excusez-moi, je suis un peu distraite parce que mon maman ne devait pas nécessairement prendre la parole. Puis comme je vous dis, je suis en compagnie de petits. Il y a du bruit que je dois gérer. Mais pour répondre à la question de Pamela, écoutez, j'ai pas trop compris la question, mais je pense que c'était aussi les rapports avec les gestionnaires. Écoutez, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que je reçois énormément d'appels de gens et je pense que Yannick aussi l'a bien mentionné, c'est que bien que oui, ils sont pas outillés, certains gestionnaires reçoivent des formations, mais en pratique, c'est pas nécessairement le résultat escompté. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des gestionnaires. Mais encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est que vous soyez au courant des outils qui vous sont offerts chez votre employeur. Malheureusement, c'est un combat, c'est constamment ce combat-là, c'est de croire en ce qu'une victime vit. Et le racisme est tellement pernicieux, c'est difficile de pouvoir l'expliquer. Les gens vont peut-être banaliser ou bien c'est nous qui inventons plusieurs choses. Donc, c'est malheureux parce que j'aimerais qu'on ait la même écoute qu'une victime, par exemple, d'harcèlement sexuel, par exemple. Oui. Donc, c'est cette attention-là que je souhaiterais qu'on puisse avoir parce que les études démontrent que les effets néfastes et que dans certains cas, il y en a qui ont été même jusque, je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à l'acte, mais plusieurs ont eu des pensées suicidaires. Oui. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux et je pense qu'il y a beaucoup d'outils, il y a un budget qui doit être développé aussi pour ça au sein des entreprises. On voit que ce n'est pas nécessairement la priorité de plusieurs employeurs. Et l'idée, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux soumettre une plainte, qui sont mes alliés, quelles sont les instances vers qui je peux me retourner. Donc, c'est un combat. C'est vraiment un combat, là. Ça, je ne cacherai pas. J'en connais même des gens personnellement. Je sais que c'est un combat. Donc, je pense que il faut trouver quand même un moyen. Puis, à un moment donné, comme on dit, la force de frapper des portes, il y a une personne qui va finir par nous écouter, une personne qui va finir par nous tendre la bonne perche. Mais entre-temps, le principal aussi, c'est de penser aussi à soi. Il ne faut pas se tuer non plus. Complètement. Et à un moment donné, je pense que des fois, quand ça devient toxique, aussi déchirant que ça puisse l'être, des fois, on est face à des situations. Si ça doit m'amener à des pensées suicidaires, je vais pouvoir plus quitter un emploi et trouver autre chose entre-temps que de passer à l'acte, comme on dit, pour chercher une solution permanente pour... j'ai oublié comment on dit, là, la phrase, là. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à Pamela, mais... En fait, je voulais juste, Dorothy, que tu expliques un peu en une demi-seconde la question culturelle, parce que le choc culturel avec les Québécois, c'est là-dessus qu'on voulait t'entendre, parce que toi, tu as cette expérience-là sur la non-confrontation, le non-dit, cette culture du consensus qui laisse beaucoup de personnes dubitatives parce qu'elles ne savent pas en fait vraiment ce qui se passe en fait. Mais écoutez, c'est pas évident. C'est de savoir naviguer, c'est de savoir... Allô? Oui, on peut... peut... savoir porter un masque, c'est de savoir, oui, sourire quand il faut sourire,
parce que un geste, une interprétation, je ne sais pas qui parlait de ça, juste le fait de gesticuler, ça peut être considéré ou voir ça comme un acte violent. C'est-à-dire, on n'est pas les premières, même Michelle Obama, Kamala Harris l'ont vécu même dans leur position, leur expression. Tout est scruté lorsqu'on est une personne racisée, surtout lorsqu'on est une personne noire. Donc, attendez un instant. Oh, excusez-moi. Donc c'est pas évident. Mais encore une fois, je pense qu'il faut rester intègre à qui nous sommes. Le code switching, là, comme on dit, moi, je l'ai toujours fait ma place en restant qui je suis. Et puis je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut avoir les tops aussi pour confronter ces gens-là ou bien passer pour avoir ces conversations ou ces discussions-là tout en restant soi-même. Mais j'avoue que par moments, même moi, je dois tourner ma langue ou retenir mon corps pour ne pas agir. Donc je dois me faire violence aussi. Mais aussi, je choisis mes combats. Oui. Il y a des jours où je vais sentir la force d'aller jusqu'au bout. Il y a d'autres moments, je passe mon tour. Mais par contre, je sais que je vais me faire entendre autrement. Donc, tu sais, il faut user de stratégie. Puis c'est là que je dis que c'est beaucoup d'épuisement physique et mental. Oui. Donc, il faut savoir prendre soin de soi. Faire le recul parce que on en a pour longtemps, donc il faut se ménager là. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui est doté de cette capacité de prouver ou bien notre existence, de prendre sa place. C'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Alors pour conclure, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire justement en termes d'auto-soin. Est-ce que tu pourrais donner quelques trucs et astuces en termes d'auto-soin pour qu'on puisse quand même se préserver parce qu'on a besoin de se préserver, de prendre d'abord soin de soi. Oui. Moi, je pense que je rejoins Dorothy dans le moment quand elle dit que c'est un combat. Et je pense que c'est ça. Il faut qu'on se dise que c'est être une minorité dans une majorité, c'est un combat. Et je dis souvent aux parents, en fait, il ne faut pas élever vos enfants en occultant le fait qu'ils seront une minorité dans une... Il faut qu'ils soient prêts, parce qu'ils vont le vivre d'une certaine façon. Alors, comment prendre soin de soi? Moi, je pense que ça commence beaucoup par soi-même. Et je vais parler de ma propre expérience rapidement. Une des choses qui m'a aidé, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure a dit la foi, mais je pense qu'on peut avoir différents outils. C'est quels sont les éléments, les choses autour de moi qui vont nourrir ma sécurité intérieure. Vous savez, je ne peux pas aller en combat si je ne suis pas bien sur mes deux pieds. Donc et ça c'est vraiment ce que j'encourage les gens à faire, c'est de dire, il faut que j'ai quelqu'un, un groupe qui fait en sorte que je puisse bâtir ma confiance en soi. Souvent, on parle beaucoup de ça là, mais il y a vraiment ce truc-là, il faut nourrir la confiance en soi, la confiance en ce que nous sommes une personne qui a besoin, qui n'a pas seulement le droit, mais qui a besoin d'être respectée. Donc une personne qui a de la valeur et qu'on apporte une certaine valeur dans l'organisation, une personne qui est belle et talentueuse. Donc je pense que ça commence déjà par là. Et de se le rappeler parce que les événements que nous allons vivre vont venir challenger ça, ils vont nous envoyer l'image, comment dire ça, l'image inverse. Et donc, ce sont ces discours-là, quand on les intègre, quand on les laisse rentrer, qui vont venir affaiblir cette confiance en soi qu'on a. Il y a des choses, donc vous devez filtrer autour de vous les messages que vous laissez entrer et ceux que vous ne laissez pas entrer. Moi, je dis souvent, je n'achète pas tout. Vous me dites des choses, j'entends. Il y a des choses que je vais acheter, il y a des choses que je ne vais pas du tout acheter parce que j'estime que ça ne rejoint pas ce que je suis. Et si j'ai un doute, j'irai poser la question à quelqu'un d'aller pour dire on m'a dit ceci, toi qui me vois, toi qui me connais, qu'est-ce que tu en penses? Si la personne me dit ouais, effectivement, là je me dis ok, j'ai un point à travailler. Si la personne me dit non, te connaissant, c'est bizarre, comment ils ont pensé ça? Je me dis ok, ça je n'achète pas. Donc je pense que c'est d'abord préserver sa personne par rapport à ce qui rentre en nous.
Donc ensuite, bâtir cette confiance en soi, qu'est-ce qu'elle te permet de faire? C'est qu'elle te permet d'aller dans les zones où les gens ne vont pas vouloir aller. Donc moi, j'ai la capacité d'avoir des conversations difficiles aujourd'hui. Je ne l'avais pas il y a 10 ans. Je ne l'avais pas parce que la solidité que j'ai eue fait en sorte que je peux, mais je ne vais pas venir confronter de façon directe, mais je vais quand même dire, ah, excuse-moi, ça c'est l'autre chose qu'on apprend dans la communication non violente. Je vous encourage beaucoup à aller lire là-dessus. C'est comment je peux faire passer l'idée. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils veulent faire passer un message, surtout quand c'est quelque chose qui les a choqués, ce qu'ils vont faire passer, c'est la frustration, c'est la colère, mais des fois la personne ne va pas entendre le problème. Donc c'est comment je communique. Dire, ah, au lieu de dire, tu m'as fait ceci, souvent ce qu'on suggère, c'est de dire, quand il y a eu, j'ai ressenti telle chose. Et là, tu peux valider avec la personne, on va se dire, ah, ok, non, je suis désolé, peut-être pas. Et on peut savoir que, on peut aussi te dire que oui, c'est l'hypocrisie quand la personne va répondre ça. Et ça peut être de l'hypocrisie, mais au moins, ce que vous avez fait, c'est que vous avez passé le message que je n'aime pas ce que tu as fait. Vous voyez? Et la personne, elle va y penser par 2 fois avant de le refaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'autre chose que, donc, être capable de mettre ses limites de façon à dire, je ressens ceci, j'ai l'impression que j'ai. Donc, et ça qualifie qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Et personne ne peut vous enlever ce que vous êtes en train de vivre parce que c'est ce que vous ressentez. Si ce n'est pas reçu, si c'est reçu bien, ça crée une ouverture. Si ce n'est pas reçu, alors à ce moment-là, vous allez voir quelles sont les stratégies que je vais adapter parce que de toute façon, là, il y a quelque chose qui n'est pas reçu. Est-ce qu'il faut que j'ai un gestionnaire qui a de l'ouverture? Est-ce que je choisis mon combat et que je mets mon combat, mon énergie ailleurs? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, quand ça commence à avoir un impact sur nous, qu'on a de l'insomnie, des troubles de sommeil, de l'anxiété, et que ces symptômes commencent à prendre de la place, ben là, il faut se poser la question, est-ce que je vais continuer là? Est-ce que je vais rester là-dedans? Donc ça, c'est quelque chose, il faut vraiment se poser la question, parce que Dorothy parlait tout à l'heure de tentative de suicide. Moi, j'ai eu d'idéation suicidaire. Moi, j'ai eu des gens, des hommes noirs qui ont fait des tentatives de suicide. Vous voyez? Donc, parce que c'est très pernicieux, et à un moment donné, ça glisse, et là, on se retrouve dans un monde où on croit que, en fait, on est mauvais. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, de savoir tirer la plug quand c'est important, quand on sent qu'on bascule. Donc voilà, c'est un peu ça que moi je peux dire au niveau de l'auto-soin. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que là, on organise un webinaire, on a des cercles de parole, donc le projet des femmes qui va se poursuivre, où on est un peu plus en petit groupe de 16 femmes, où on a des temps pour échanger là-dessus. Mais l'idée de tout ça, c'est aussi de collecter tout ce que nous sommes en train de vivre et de trouver des solutions. Donc nous ce vers quoi on veut aller à la fin de ce projet, c'est de dire, ok, on a un enjeu où les gens vivent des représailles, ils ne peuvent pas, comment on peut s'organiser en tant que communauté noire? Donc les idées que je donnais tout à l'heure sont des réflexions réelles qui sont en train d'être menées pour dire qu'est-ce qu'à la fin du projet, on va pouvoir proposer de concret aux femmes, aux organisations, mais à notre communauté aussi pour pouvoir s'outiller, pour pouvoir faire face à ce truc qui ne va pas disparaître demain matin. Donc voilà, c'est un peu la conclusion que je peux faire. Voilà, donc moi je vais conclure en disant le tu qui tue. Donc on évite en fait d'avoir des accusations directes, mais en fait personne ne peut vous enlever votre ressenti. Oui. Donc on parle au jeu pour expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, notre sentiment, mais il faut être aussi conscient que dans les organisations se jouent des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, des jeux politiques. Et en fait, il faut aussi que nous, on s'arme aussi face à ça pour pouvoir justement... et souvent, quand on vient dans nos cultures, on n'est pas très armé en fait pour être stratégique en fait dans notre positionnement. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, la stratégie pour avoir une lecture et une grammaire de ce qui se passe dans les organisations pour pouvoir aussi faire user de stratégies et puis affiner notre sens politique, notre sens de l'influence pour pouvoir mieux naviguer dans les organisations. Je pense que si peut-être la question du mentorat, du parrainage, aller chercher des personnes qui nous ressemblent, qui ont déjà fait le travail. Je sais qu'Audace au féminin propose un programme de mentorat. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui peut comprendre notre ressenti, qui peut comprendre aussi ce qu'on vit et qui peut nous accompagner en ayant ce pas de recul justement pour nous aider à naviguer de manière un peu plus réflexive, politique,
stratégiques, voilà. Et pour nous éviter aussi, pour desserrer aussi un peu l'étau dans lequel on peut s'enfermer parfois en s'auto-flagellant, en pensant qu'on est mauvais et que c'est nous, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille chercher les ressources, qu'on aille chercher du mentorat, du parrainage, qu'on développe aussi nos compétences en termes d'influence, de sens politique pour mieux naviguer dans les organisations. Alors, on est vraiment... On est vraiment désolé pour tous les problèmes techniques qu'on a eu ce matin. Laissez vos courriels dans le chat. On va vous envoyer le webinaire monté avec le PowerPoint. Comme ça, vous allez pouvoir revenir dessus. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez, etc. Donc, on pourra continuer l'échange. Et on se voit le 8 novembre. Une dernière chose, tu m'excuseras, que je voulais ajouter qui peut aider beaucoup de gens. Quand vous arrivez dans une organisation, essayez de vous faire un vrai ou une vraie amie. Là, j'intègre une organisation qui est à 95% blanche. J'arrive en tant qu'actionnaire, j'arrive en tant que directeur, donc ça bouscule un peu. Mais mon premier rôle que je me suis donné, c'est de faire des connexions individuelles avec certaines personnes que j'ai remarquées qu'il y a une ouverture. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui, quand on va leur rapprocher, les personnes de la communauté québécoise qui ont voyagé, ils ont été en Afrique, j'ai trouvé que, toi tu étais, et ça montre que quelqu'un était en Afrique, l'a fait. Donc des fois, on est capable de tisser des liens comme ça, et souvent, ces gens-là sont des gens qui vont vous défendre, qui vont oser dire des fois ce que vous vivez, si vous avez cette qualité de lien, qui vont oser dire ce qui est plus compliqué pour vous à dire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé, j'ai testé dans plusieurs organisations, et qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de 10, une, mais qui est bien, qui a cette capacité-là. Voilà, donc ça, ce qui veut dire, Yannick, c'est qu'il faut vous trouver une personne alliée. Parce qu'on peut trouver des personnes alliées. Donc, c'est aussi justement dans cette faculté qu'on aura à analyser notre environnement et notre milieu et à développer notre sens politique. Le sens politique nous appelle aussi à créer en fait un réseau d'alliés pour pouvoir justement naviguer, survivre. C'est pas toujours évident, mais c'est des choses, ce sont des questionnements, ce sont des compétences qu'il faut qu'on aille chercher aussi. Je vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous. Alors, comme je vous le disais, mettez vos courriels dans le chat. On va vous envoyer le webinaire avec le PowerPoint intégré. Comme ça, vous allez avoir accès à tout le contenu que vous avez manqué. Et on vous donne rendez-vous le 8 novembre où on va avoir vraiment une rencontre entre filles. Un girl talk où on va vous justement parler aller encore plus loin sur les questions du cheminement, mais vraiment avec les stratégies de réussite. Voilà, donc on aura Inès Fomé, Dorothy Rowe et moi-même, où on va vraiment parler des femmes noires professionnelles, entrepreneurs ou cadres. Quels sont les enjeux, les défis, mais aussi les chemins de réussite. Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci.